Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Nathalie Légère et je suis agente pédagogique au partenariat d'apprentissage en autisme qui relève du ministère de l'Éducation et du développement de la petite enfance au Nouveau-Brunswick. Il me fait plaisir de vous accompagner à travers ce webinaire qui portera sur les habiletés sociales et le trouble du spectre de l'autisme ou TSA. La présentation dure 1 heure et à la fin, nous vous partagerons notre adresse courriel afin que vous puissiez nous envoyer vos questions si vous en avez. Alors, sans plus tarder, débutons. L'être humain est de nature un être social et chaque jour, de nombreuses occasions de socialisation se présentent, que ce soit en discutant à la table pendant un repas, saluer le chauffeur d'autobus lorsqu'on y monte, tenir la porte pour quelqu'un ou établir un contact visuel avec l'enseignante qui donne des consignes en avant de la classe. Les habiletés sociales chapeautent une panoplie de compétences et mènent au développement de relations saines et signifiantes. Pour la majorité des gens, les compétences se développent naturellement, mais pour d'autres, comme les personnes ayant un TSA, un enseignement plus structuré est requis pour l'apprentissage des compétences sociales. En fait, une des caractéristiques fondamentales du TSA est la présence de déficits persistants au niveau de la communication et des interactions sociales. Ce webinaire portera donc sur l'enseignement des habiletés sociales aux personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme. Ce webinaire a 4 grands objectifs, soit d'identifier les déficits souvent associés aux habiletés sociales chez les personnes ayant un TSA, expliquer l'importance du développement des habiletés sociales, surtout chez les personnes ayant un TSA. Ensuite, nous voulons vous partager un outil qui nous aide à identifier les habiletés sociales à prioriser. Et finalement, nous expliquerons des approches et des stratégies qui sont efficaces pour enseigner les habiletés sociales chez les personnes ayant un TSA. Ça serait logique de débuter cette présentation en vous fournissant une définition de ce qu'est une habileté sociale. Mais cette tâche s'avère plus difficile qu'on le penserait parce qu'elle se compose de plusieurs habiletés distinctes qui, ensemble, forment un tout. Une définition générale d'une habileté sociale serait la capacité d'interagir avec l'autre de façon appropriée et efficace. Mais un défi avec cette définition est de déterminer ce qui est considéré approprié et efficace. Et ce qui est considéré approprié et efficace dans une situation sociale ne le sera pas nécessairement dans une autre. Cette réalité vient s'ajouter au défi de l'individu ayant un TSA. Car en plus de devoir développer une compétence quelconque, il doit aussi déterminer quand et où il sera approprié ou non de l'employer. Nous parlerons de ceci en détail un peu plus tard dans la présentation. Sur cette même ligne d'idées, on peut affirmer que ce n'est pas parce qu'on a des compétences sur le plan social qu'on a tous les outils nécessaires pour interagir de façon appropriée et efficace dans toutes les situations. La complexité du répertoire des habiletés sociales nécessite une analyse constante de l'environnement afin de déterminer comment agir dans une situation donnée. Tous les individus ayant un TSA ont des déficits qui persistent au niveau de la communication et l'interaction sociale. Le degré de sévérité des défis variera selon l'individu et se présentera peut-être différemment d'une personne à l'autre. Ces déficits peuvent être, entre autres, en lien avec la réciprocité sociale et émotionnelle, la communication non verbale et le maintien des relations sociales. Regardons de plus près chacune de ces 3 composantes. La réciprocité socio-émotionnelle implique qu'un échange bidirectionnel a lieu lorsque nous communiquons avec une autre personne. En d'autres mots, communiquer implique plus que juste des mots. Une personne doit partager ses idées, ses besoins, ses désirs
et l'autre personne doit être en mesure d'écouter et ensuite de faire la même chose. Plusieurs compétences sont nécessaires afin de démontrer une réciprocité socio-émotionnelle, comme par exemple savoir quand et comment initier ou répondre à une interaction sociale, partager ses intérêts ou discuter des intérêts de l'autre, partager ses émotions ou reconnaître les émotions de l'autre, être en mesure de comprendre le point de vue de l'autre personne. Ces compétences peuvent être difficiles à maîtriser pour un apprenant ayant un TSA, et ceci explique pourquoi la réciprocité sociale et émotionnelle peuvent être absentes. Sans réciprocité sociale et émotionnelle, les interactions sociales peuvent être difficiles. La communication non verbale représente tout l'aspect d'une communication qui n'est pas verbalisée. Nous pouvons communiquer en utilisant des gestes, des expressions faciales, notre posture, et plusieurs compétences sont aussi nécessaires afin de bien communiquer par le langage non verbal, comme maintenir un contact visuel, reconnaître la signification des gestes et des expressions faciales, effectuer ces mêmes gestes ou ces mêmes expressions afin de communiquer avec les autres. Ces compétences peuvent être difficiles à maîtriser pour un apprenant ayant un TSA, et ceci explique pourquoi la communication non verbale est parfois maladroite ou absente. Des compétences déficitaires en communication non verbale peuvent également rendre les interactions difficiles. Les relations sociales sont au sommet de la pyramide en termes de niveau de difficulté. Il y a des dizaines, voire des centaines de compétences qui sont impliquées dans le maintien d'une relation sociale, comme s'intéresser aux autres, démontrer de l'affection envers les autres, attendre son tour, partager, s'excuser, utiliser de l'humour de manière appropriée ou ajuster son comportement au contexte. Alors, ces compétences sont également difficiles à maîtriser pour un individu ayant un TSA. Dans les dernières minutes, on a mentionné plus d'une dizaine d'exemples de compétences sociales qui peuvent être difficiles à acquérir pour un individu ayant un TSA. Et il y en a bien d'autres. Voilà pourquoi les interactions sociales sont un défi. Nous discuterons plus en détail de ces trois composantes dans les diapositives à venir. Alors, comment pouvons-nous assurer le soutien nécessaire pour qu'un apprenant ayant un TSA puisse développer ses habiletés sociales? Comme nous l'avons vu, l'enseignement des habiletés sociales est une tâche complexe et il y a un nombre considérable de variables qui peuvent affecter la qualité de nos interactions. D'ailleurs, selon Justin B. Leaf, un auteur bien connu dans le domaine, la complexité de l'enseignement des habiletés sociales est l'une des raisons pour lesquelles d'autres domaines d'apprentissage sont souvent priorisés, comme le développement du langage, la réduction des comportements problématiques et l'enseignement des compétences scolaires. Dans son livre publié au sujet des habiletés sociales chez les personnes atteintes d'un TSA, Leaf mentionne qu'il s'avère toutefois primordial d'enseigner ces habiletés, puisqu'elles encouragent le développement naturel du langage, permettent davantage d'échanger avec les pairs, favorisent le développement d'amitié, rend l'école plus agréable et améliore les résultats scolaires et la qualité de vie. Dire que les personnes ayant un TSA ne veulent pas socialiser est une fausse conception de ce qu'est l'autisme. En réalité, il s'agit plutôt d'un déficit au niveau des habiletés sociales qui fait en sorte que le comportement social affiché n'est pas toujours approprié, ce qui ne signifie aucunement que la personne ayant un TSA ne désire pas socialiser. L'adoption continue de comportements sociaux inappropriés peuvent nuire au développement des relations et mener à l'isolement, ce qui peut provoquer un sentiment de solitude, la dépression, voire même des pensées suicidaires. C'est pourquoi outiller les individus à travers l'enseignement des compétences sociales demeure si important. Alors, tel que mentionné,
L'enseignement des habiletés sociales est un processus complexe et les défis rencontrés par un individu ayant un TSA accentuent le niveau de difficulté. Prenons l'exemple d'un enfant ayant un TSA qui veut se joindre à un groupe de ses pairs. Et disons que cet enfant a de la difficulté à amorcer une conversation avec les autres, maintenir un contact visuel, reconnaître le langage non verbal et attendre son tour pour parler. Disons que son équipe décide de commencer par lui enseigner à amorcer une conversation avec les autres. L'équipe peut travailler avec l'enfant afin de lui enseigner différentes manières d'amorcer une conversation et elle peut lui offrir plusieurs occasions de pratiquer. Mais il reste que chaque situation sociale sera unique. Il faut donc s'adapter aux différents contextes, aux différentes conditions d'une situation sociale, et ce n'est pas facile. Il peut être frustrant pour l'enfant et pour les gens qui l'entourent de continuellement faire face à toutes ces particularités et à devoir constamment s'ajuster. Durant le webinaire d'aujourd'hui, nous cherchons à vous aider à mieux comprendre les défis sociaux vécus par un individu ayant un TSA et à vous offrir des pistes afin que l'on puisse mieux les accompagner. Nous reconnaissons, et nous l'avons mentionné à quelques reprises déjà, que c'est un processus complexe qui peut prendre du temps. Nous développons nos habiletés sociales tout au long de notre vie et il faut donc s'attendre à ce que ce soit également un processus continu avec nos apprenants ayant un TSA. Compte tenu de l'importance et de la complexité des habiletés sociales, il peut être difficile d'entamer l'enseignement. Une question qui se pose souvent quand vient le temps d'enseigner les habiletés sociales, c'est par où devrais-je commencer? Voici 4 étapes qui peuvent aider à guider nos efforts. D'abord, il est important de cibler une priorité. On ne peut pas travailler sur toutes les habiletés sociales en même temps. Afin d'établir une priorité, il faut d'abord connaître le niveau actuel de l'apprenant et les compétences qui pourraient être essentielles à son succès. Une fois la priorité ciblée, il est important de formuler un objectif d'apprentissage et de s'assurer que ce dernier est spécifique, atteignable, observable et mesurable, afin de mieux guider les interventions et de vérifier la progression de l'apprentissage. Les recherches démontrent que les enfants ayant un TSA apprennent mieux lorsqu'on emploie des interventions qui sont structurées. Donc, pour favoriser le rythme d'apprentissage, il vaut mieux travailler vers un objectif spécifique que de travailler de façon générale. Ensuite, il faut choisir une stratégie d'enseignement. Il existe plusieurs stratégies et pratiques fondées sur les données probantes. Ce sont des stratégies dont les effets positifs ont été démontrés et validés par la recherche. Finalement, il est important de souligner qu'une compétence n'est considérée maîtrisée que lorsqu'on peut la généraliser à travers différents contextes, avec différentes personnes, et qu'elle puisse se maintenir au fil du temps. Ce n'est pas très utile ou fonctionnel pour un enfant d'être capable d'établir un contact visuel seulement avec ses parents ou seulement à la maison. Ce n'est pas non plus très utile pour un enfant de maîtriser une compétence, mais de l'oublier au fil du temps. L'accompagnement continu est donc essentiel afin d'assurer la généralisation et le maintien de la compétence. Regardons maintenant d'un peu plus près chacune des étapes dont nous venons de parler. Pour cibler une priorité, il est important de bien connaître les forces et les défis de l'individu. On peut obtenir ces informations grâce à l'observation directe ou suite à des entrevues ou des discussions avec les personnes qui côtoient régulièrement l'individu. L'observation directe est toujours recommandée, car elle nous permet de voir le comportement de nos propres yeux. Comme éducateurs ou parents, nous voyons nos enfants ou nos apprenants chaque jour et nous avons habituellement une bonne idée des forces et des défis de chacun. Toutefois,
Il est parfois bon d'observer et de noter nos observations de façon plus concrète et plus structurée. Par exemple, un enseignant pourrait décider de se rendre sur la cour de récréation avec une feuille et un crayon afin de noter ses observations. Un parent pourrait s'installer dans le salon pendant que son enfant ayant un TSA joue avec son frère ou avec sa sœur et noter ses observations. Il est important d'observer l'individu dans différents environnements parce que la généralisation des compétences d'un milieu à un autre est peut-être difficile et parfois ils peuvent démontrer des habiletés dans un environnement comme à la maison, mais ne pas être capable de la mettre en pratique ailleurs comme à l'école. On peut également s'informer auprès des autres personnes qui côtoient l'enfant ou l'apprenant afin d'obtenir des informations supplémentaires. Ces renseignements sont importants et peuvent fournir des détails intéressants, mais sont considérés comme des renseignements indirects, car ils proviennent d'une autre personne qui partage son opinion. C'est pour cette raison que l'observation directe est toujours recommandée. Certaines compétences peuvent être considérées comme essentielles. En d'autres mots, elles contribuent au développement d'autres compétences ou peuvent être préalables au développement de d'autres compétences. Et souvent, lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées, ces compétences essentielles causent des blocages importants en lien avec le développement des habiletés sociales. Par exemple, si un apprenant est incapable ou a de la grande difficulté quand vient le temps de s'approcher des autres, il pourrait s'agir d'une compétence importante à prioriser. Une autre cible importante, si ce n'est pas déjà acquis, serait l'attention conjointe, ou l'habileté à coordonner son attention avec celle d'une autre personne, comme le fait de diriger ses yeux dans la même direction qu'une autre personne afin de voir ce qu'elle voit et donc à ce qu'elle s'intéresse. On peut bien tenter de travailler une compétence plus avancée, comme maintenir une conversation, mais si l'individu a de la difficulté à s'approcher des autres et de coordonner son attention avec celle de l'autre, les efforts pourraient ne pas porter fruit. Il existe des outils pour évaluer les compétences sociales qui ont été conçus pour les personnes ayant un TSA. Mais il se peut que vous n'ayez pas ces outils ni la formation nécessaire pour administrer une évaluation compréhensive. Donc, nous vous partageons quelques pistes pour vous aider à identifier les compétences prioritaires sur lesquelles vous pourriez travailler. Comme nous l'avons déjà mentionné, lorsque nous voulons identifier une priorité en matière d'habileté sociale, il faut regarder les forces et les défis de l'apprenant. D'une part, l'identification des forces permet d'identifier des habiletés dont nous pourrons nous servir pour faciliter l'enseignement de nouvelles habiletés. Par exemple, si l'apprenant peut imiter dans un contexte de jeu, nous pouvons nous servir de cette habileté pour l'amener à participer davantage lors des conversations. L'identification des défis permet de cibler les habiletés qui sont déficitaires. Par exemple, si nous disons qu'un des habiletés, des déficits de l'apprenant est au niveau de la conversation, nous pouvons regarder de plus près les habiletés nécessaires à la conversation, afin de tenter de déterminer lesquelles sont déficitaires, comme est-ce qu'il ou elle peut tolérer la présence de l'autre, répondre lorsque l'autre initie la parole ou initier lui-même la discussion ou partager ses émotions. Est-ce qu'il peut varier les sujets de discussion, être à l'écoute des autres? Donc, quand vient le temps d'énumérer les forces et les défis en matière d'habileté sociale, il est important d'observer l'apprenant en gardant à l'esprit le but de l'intervention et de l'observation pour s'assurer de prêter bien attention à ce que nous voulons observer. Parfois, il peut même être nécessaire de créer des nouvelles situations afin de voir la réaction de l'apprenant. Par exemple, on peut demander à un de ses amis de venir l'inviter à jouer pour voir comment il va réagir ou de discuter avec lui sur un sujet particulier pour voir comment il va se débrouiller. De plus, nous avons créé un guide qui aide à guider la réflexion face aux priorités. C'est le guide que vous avez devant vous.
Il faut aussi prendre le temps de réfléchir au grand pourquoi, le grand portrait de l'enfant et de se poser des questions qui vont mener vers l'apprentissage de compétences prioritaires et essentielles en ce moment. Par exemple, on peut se poser les questions suivantes. Quelle habileté permettrait à l'apprenant de participer davantage aux activités familiales et communautaires? Ou quelle habileté lui permettrait de participer plus activement avec ses pairs? Y a-t-il des habiletés qui faciliteraient l'apprentissage de d'autres habiletés si elles étaient maîtrisées? Ou quelle habileté donnerait à l'apprenant accès à de nouveaux environnements ou à de nouvelles activités ou occasions sociales? Finalement, qu'est-ce qui faciliterait les interactions sociales pour l'apprenant? Lorsque c'est possible, il serait important d'inclure l'apprenant lorsque vient le temps de déterminer des priorités. Demandez-lui quels sont ses objectifs, ses buts, ses rêves. Ensuite, posez-vous la question, quelle habileté a-t-il besoin afin d'atteindre ses objectifs? Peut-être que l'apprenant désire avoir quelqu'un avec qui il peut jouer sur la cour de récréation ou qu'il aimerait se joindre à un club ou une activité quelconque. Il se peut même qu'il désire se trouver un emploi à temps partiel ou inviter des amis pour une sortie en fin de semaine. Ensuite, réfléchissez aux différentes habiletés sociales nécessaires pour atteindre ce but, d'identifier d'éventuelles compétences déficitaires sur lesquelles vous pourriez travailler. Il est important de formuler un objectif qui permettra d'évaluer la progression de l'apprenant. Nous avons mentionné que celui-ci devrait être spécifique, observable, mesurable et atteignable. Voici une brève description de chacune de ces composantes. Spécifique signifie que l'objectif est en lien avec l'habileté sur laquelle on veut travailler et il doit être personnalisé aux besoins de l'apprenant. Par exemple, si Julien ne réagit pas lorsqu'on nomme son nom, l'objectif spécifique pourrait être Julien tourne sa tête vers la personne qui l'interpelle lorsqu'on nomme son nom. Pour Lucie, qui a le même défi, l'objectif spécifique pourrait être Lucie tourne sa tête et établit un contact visuel pendant au moins 2 secondes avec la personne qui nomme son nom. Les deux objectifs sont spécifiques et ont été adaptés aux besoins individuels de chacun. Un comportement observable est l'action que l'on peut observer de la part de l'apprenant qui nous indique qu'il a atteint les résultats attendus, comme dire que l'apprenant s'approche d'un père ou se joint à une conversation. Par exemple, si Nicolas a de la difficulté à collaborer avec les autres, il faudrait trouver une manière de décrire cette collaboration de la manière la plus observable possible. L'objectif pourrait être, lors d'un travail de groupe, Nicolas propose d'effectuer au moins une tâche. Mesurable signifie que les manifestations du comportement ciblé peuvent être démontrées à l'aide de données. Par exemple, si Sophia a de la difficulté à participer à des conversations, il peut être possible d'observer le déroulement de la conversation, mais plus difficile de mesurer la participation comme telle. Toutefois, si on utilise l'objectif suivant, Sophia fera au moins 2 commentaires et posera au moins une question lors d'une conversation de 3 à 5 minutes. Alors là, il devient possible de mesurer. Atteignable veut tout simplement dire que l'objectif est réalisable dans le temps. Par exemple, si Logan est un apprenant non-verbal et qu'on cherche à ce qu'il salue les gens, on pourrait commencer en disant Logan pourrait faire un signe de la main lorsqu'il rencontre une personne connue. Cet objectif est considéré atteignable. Voici d'autres exemples fictifs d'objectifs spécifiques qui sont observables, mesurables et atteignables. Maryse initie une conversation avec un père et soutient la conversation en émettant un commentaire ou en posant une question appropriée au contexte pour au moins 5 échanges pendant au moins 4 nouvelles conversations sur 5. Ou encore, lorsque Rémi intervient en classe et qu'on lui demande d'attendre son tour, il attend sans protester et répond lorsque c'est son tour,
lors de 4 opportunités sur 5. Voici des contre-exemples. Julien pourra bien interagir avec les autres. Cet exemple est ni spécifique, ni observable, ni mesurable. Ou encore, Julien pourra attendre son tour. Ce n'est pas suffisamment spécifique, ce qui le rend difficile à observer et à mesurer. Un autre exemple, Nicolas pourra faire des compliments aux autres. Cet objectif n'est ni spécifique ni mesurable. Et enfin, Logan pourra imiter ses pairs. Là encore, ce n'est pas spécifique, ce n'est pas mesurable. Prenons un instant pour réviser. Pour cibler une priorité, il faut quoi? Alors, si vous avez choisi D, toutes ces réponses, vous avez raison. Il faut faire toutes ces choses pour cibler une priorité. Nous avons maintenant ciblé une priorité et identifié un objectif spécifique, mesurable, observable et atteignable. Alors, comment pouvons-nous nous assurer d'utiliser des pratiques efficaces? Les recherches démontrent que les interventions basées sur l'analyse appliquée du comportement, ou AAC, qui est aussi communément appelée ABA en raison de la terminologie anglaise Applied Behavioral Analysis, sont efficaces pour enseigner les habiletés sociales chez les apprenants ayant un TSA. Plus spécifiquement, on peut se servir du modelage par vidéo, de l'enseignement des compétences comportementales, ECC, de l'incitation, du renforcement, de l'enseignement par essai distinct, EED, et des interventions par l'entremise des pairs. Dans le cadre de cette présentation, nous nous attarderons sur l'enseignement des compétences comportementales. Un deuxième webinaire est prévu sur les habiletés sociales dans lequel nous aborderons d'autres stratégies d'enseignement. L'enseignement des compétences comportementales, ou ECC, est une approche de formation fondée sur les données probantes et comprend 4 techniques d'enseignement, soit les directives, le modelage, l'exercice ou la pratique et la rétroaction. C'est une stratégie d'enseignement qui permet à la personne de voir un exemple de ce qui est attendu, de se pratiquer et de recevoir de la rétroaction. Ces étapes augmentent la probabilité qu'un apprenant pourra effectuer avec succès le comportement qui est ciblé. Souvent, lorsqu'on veut enseigner une nouvelle compétence, on donne des directives ou des explications. Par exemple, on pourrait dire à un enfant, c'est très important de respecter l'espace personnel des autres autour de toi. Donc, tu interagis avec les autres, assure-toi de rester à une distance acceptable d'eux. Est-ce que tu comprends? L'enfant pourrait confirmer verbalement qu'il comprend, mais l'adulte ne peut confirmer que l'enfant a réellement compris. Toutefois, en ajoutant un exercice de modelage et des exercices pratiques, l'adulte peut voir l'enfant en action et confirmer qu'il a bel et bien compris les attentes. Il s'agit d'une stratégie d'enseignement efficace qui est personnalisée et qui s'applique autant aux adultes qu'aux enfants. Au début de l'ECC, l'adulte offre des directives à l'oral ou à l'écrit, et ces directives expliquent en détail le comportement ciblé ou la séquence des comportements ainsi que le contexte dans lequel on devrait l'adopter. La deuxième étape de la méthode ECC est le modelage, qui peut être fait par l'enseignant ou par d'autres personnes, soit directement ou par l'entremise d'une vidéo. Le modelage démontre alors chaque composante et étape nécessaire pour accomplir la compétence avec succès, c'est-à-dire modeler le comportement ciblé. À la suite du modelage, l'apprenant a l'occasion de s'exercer. En jeu de rôle ou dans un contexte plus habituel, l'apprenant met en pratique la compétence enseignée sous la supervision et avec l'accompagnement de l'enseignant. Et finalement, l'enseignant doit s'assurer d'offrir une rétroaction à l'apprenant afin de souligner ses forces, lui offrir du renforcement et l'aider à surmonter ses défis.
Lorsque l'apprenant rencontre des défis, l'enseignant peut revenir sur certaines directives, peut offrir d'autres modelages ou d'autres occasions de pratiquer, jusqu'à ce que l'apprenant puisse exécuter la compétence avec fluidité et sans incitation ou sans aide. C'est donc de cette façon que la méthode ECC est personnalisée aux besoins de chacun, puisqu'elle permet de revenir aux étapes précédentes pour perfectionner l'habileté travaillée. L'ECC a souvent lieu en contexte structuré, alors il est important de planifier la généralisation, comme pratiquer la compétence dans d'autres contextes, dans d'autres lieux, avec d'autres personnes. Et finalement, afin de s'assurer que la compétence se maintient dans le temps et se généralise dans divers contextes, il est important de continuer l'observation et d'assurer un accompagnement continu, et surtout dans l'environnement habituel de l'apprenant. Une rétroaction devrait suivre les périodes d'observation dans les plus brefs délais. Que signifie ECC? Si vous avez choisi C, enseignement des compétences comportementales, vous avez la bonne réponse. Quel est l'ordre des étapes de l'ECC? Si vous avez choisi B, directive, modelage, pratique et rétroaction, vous avez la bonne réponse. Regardons maintenant de plus près chaque étape de l'ECC. Lors de la première étape, l'adulte décrit la compétence, son importance ou raison d'être, ainsi que les moments où il faut l'utiliser et ne pas l'utiliser. Justifier l'importance de la compétence est une étape primordiale, car lorsque l'apprenant comprend le raisonnement derrière la compétence, elle devient plus signifiante pour lui. Reprenons l'exemple du respect de l'espace personnel des autres. Pour l'apprenant ayant un TSA, il est possible qu'il ne voit pas l'importance ou la pertinence de cette compétence. Il est donc important de lui expliquer, en utilisant un vocabulaire qui est approprié à son niveau de langage et de compréhension. Il faut lui expliquer que les autres n'aiment pas ça lorsqu'on se place trop près d'eux. On pourrait lui expliquer la règle d'un bras, où il s'agit de garder une distance d'un bras entre nous et une autre personne. Selon l'âge de l'apprenant, on peut varier l'explication et faire des liens avec sa réalité. Les directives peuvent être données à l'oral, à l'écrit ou sous les deux formes. Il est aussi possible de répéter les directives ou d'y revenir après le modelage et la pratique si le besoin est là. Voici un autre exemple. Chantal enseigne à David à saluer les gens qu'il connaît. Elle lui dit: lorsque tu aperçois quelqu'un que tu connais, tu peux le saluer en lui disant allô ou bonjour. C'est approprié de saluer les gens que tu rencontres à l'école ou dans ton quartier. Lorsque tu salues un ami à l'école, attends d'avoir d'abord son attention. Si cette personne est occupée ou parle avec une autre personne, ce n'est pas le bon moment de le saluer. Chantal explique aussi à David qu'on salue les gens parce qu'on est content de les voir, ou parce qu'on veut être amical, ou on veut tout simplement être poli. Elle lui donne également des exemples de quand on ne devrait pas saluer les gens. Par exemple, on ne devrait pas saluer la même personne à répétition. Elle lui explique que saluer une personne de façon répétitive peut l'irriter. Chantal pourrait préparer un appui visuel pour résumer les directives si c'est aidant pour l'apprenant. Il est primordial de se rappeler que les directives doivent être données dans un langage qui peut être compris par l'apprenant. Il faut donc tenir compte des habiletés de langage réceptif de l'apprenant. De plus, il faut s'assurer d'avoir son attention avant de lui transmettre les directives. La deuxième étape de l'ECC consiste à modeler la compétence à l'apprenant. Le modelage peut être fait en personne, où l'adulte montre directement à l'apprenant comment adopter le comportement, ou il peut être fait par vidéo et on peut ensuite visionner la compétence ensemble.
Par exemple, Chantal pourrait dire à David qu'elle va lui montrer comment saluer les gens. Elle dira à David, je vais sortir du local et quand je vais y rentrer à nouveau, je vais faire semblant que je t'aperçois pour la première fois. Ensuite, Chantal sortirait du local et en entrant, elle dirait Bonjour David pour lui donner l'exemple d'un modèle d'une salutation. Chantal et David pourraient également se promener dans l'école et Chantal pourrait saluer les gens qu'elle rencontre afin de montrer à David un autre exemple de ce à quoi ressemble la compétence. L'étape du modelage permet de faire des liens entre l'image que l'apprenant s'est faite suite aux directives et ce à quoi ressemble la compétence en vraie vie. Cette étape permet aussi d'éviter que l'adulte assume que l'apprenant est compris après quelques directives orales. Tel que mentionné, lorsqu'on demande à quelqu'un s'il a bien compris les directives ou les consignes, à savoir si les consignes étaient claires, souvent ils peuvent répondre oui, même si ce oui peut vouloir dire différentes choses. Il peut par exemple avoir eu compris les directives, comme celui de saluer, mais ne pas être en mesure de le faire dans son quotidien. Il peut aussi être possible qu'on dise avoir eu compris l'explication, même lorsque ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on est gêné ou on a peur d'être jugé pour notre incompréhension, ou parce qu'on veut simplement en finir avec les explications. Parfois, les adultes, nous, on parle trop aussi. On peut aussi répondre oui parce qu'on croit honnêtement avoir eu bien compris, mais que ce ne soit pas vraiment le cas. Et il se peut aussi que, malgré tous les efforts qu'on y met, il se peut que nos directives n'étaient pas tout à fait claires depuis le début. Donc, un bon modelage doit inclure un exemple exact et spécifique de ce qu'on cherche chez un apprenant. Une narration, si appropriée, des étapes pendant le modelage. En d'autres mots, l'adulte va expliquer ce qu'il fait en le faisant, si c'est approprié. Un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, si on juge encore une fois que c'est approprié pour l'apprenant, et plusieurs exemples illustrant la compétence dans différents contextes. Une discussion avec l'apprenant peut être appropriée afin de valider ses observations. Comment doit-on donner les directives lors de l'ECC? Si vous avez choisi D, vous avez raison, ils peuvent être donnés à l'oral, à l'écrit ou sous les deux formes. Vrai ou faux, le modelage doit toujours être fait en personne. Et la réponse est faux, parce que le modelage peut aussi être fait par un modelage vidéo. À la suite du modelage, la troisième étape est de s'exercer pour donner des chances à l'apprenant de se pratiquer. L'adulte doit donc créer des situations de pratique et c'est à cette étape que l'adulte peut l'aider ou l'inciter afin de favoriser son succès. Selon le niveau de difficulté de la compétence enseignée, il pourrait être nécessaire pour l'adulte de fournir beaucoup d'aide à l'apprenant au début. On peut l'aider en lui fournissant des incitations physiques, c'est-à-dire le guider physiquement, ses bras, ses jambes vers la bonne réponse. L'incitation peut aussi être gestuelle. On peut par exemple pointer du doigt pour indiquer une bonne réponse. Elle peut être verbale en fournissant des consignes supplémentaires au besoin. Elle peut aussi être visuelle par l'entremise d'images, de photos. Et l'incitation peut être textuelle à l'aide de mots écrits. Si nous revenons à notre exemple, c'est à cette étape que David s'exercerait à saluer les gens. Puisque David est au tout début du processus d'apprentissage, Chantal pourrait l'aider durant les exercices pratiques au début. Chantal pourrait faire un signe de oui de la tête lorsqu'il serait approprié pour David de saluer la personne qu'il rencontre, par exemple. Il est important pour l'adulte d'organiser l'environnement durant les exercices pratiques. En d'autres mots, Chantal pourrait inviter une personne ou deux à se présenter dans une classe afin que David puisse se pratiquer à les saluer. Elle pourrait également planifier une petite promenade dans les corridors de l'école afin que David puisse se pratiquer à saluer les gens qu'il rencontre. Selon les besoins de David, il pourrait être nécessaire de commencer un exercice pratique plus structuré,
comme se rendre à la réception de l'école pour saluer la réceptionniste, pour ensuite passer à un exercice plus complexe, comme saluer les gens durant une pause. Si Chantal sait que David devient nerveux lorsqu'il y a trop de gens dans son entourage, elle peut permettre à David de se pratiquer avec un plus petit groupe d'une personne ou deux au début. Si Chantal sait que David aime beaucoup interagir avec une personne en particulier, elle pourrait demander à cette personne de participer à l'exercice afin que David puisse pratiquer et il puisse aussi être motivé de le faire. Cette étape doit être individualisée aux besoins de l'apprenant et favoriser son succès. Pendant la pratique, il est important que l'adulte prenne en note les réponses correctes et incorrectes de l'apprenant. Ces données lui permettra de vérifier la progression de l'apprentissage et de déterminer quand il peut commencer à diminuer son aide et quand l'apprenant deviendra finalement autonome. Et finalement, la quatrième étape est celle de la rétroaction. Cette étape permet d'informer l'apprenant sur ce qu'il a bien réussi et ce sur lequel il pourrait s'améliorer. Lors de la rétroaction, on vous suggère d'adopter la méthode sandwich, c'est-à-dire souligner d'abord des forces, ensuite énumérer un ou deux défis et terminer avec une autre force. Lorsqu'on partage les forces et les défis observés, il est important de les appuyer d'exemples concrets de la performance. C'est aussi un temps idéal pour offrir plus de directives ou d'instructions s'il y a lieu, ou d'autres occasions de modelage ou de pratique, suivies de d'autres rétroactions. Par exemple, lors d'un exercice pratique, Chantal pourrait offrir de la rétroaction suivante à David. Bravo David, je suis fière de toi. Tu as très bien établi le contact visuel avant de saluer M. Dubé. Ta salutation était excellente. La prochaine fois, j'aimerais que tu continues de marcher après que tu l'aies salué. Tu as vu que M. Dubé était en train d'aller à sa classe et il n'y avait pas beaucoup de temps pour parler. Parfois, les gens n'ont pas assez de temps pour s'arrêter et on doit simplement leur dire bonjour et continuer à marcher. Mais je suis vraiment contente de toi car tu as souri et tu as fait un beau signe de la main. Je suis certaine que M. Dubé est fier de toi aussi. J'aimerais qu'on pratique encore. Cette fois-ci, on va essayer de se rappeler qu'il faut continuer de marcher après avoir salué la personne. Alors, dans cet exemple, Chantal a souligné les bons points et a également donné une rétroaction claire à David. Il sait ce qu'il doit faire afin de s'améliorer. Chantal devrait lui permettre de continuer les exercices de pratique jusqu'à ce qu'elle juge que David maîtrise cet aspect spécifique sans aide. Il est important de permettre à l'apprenant de se pratiquer dans différents endroits, avec différentes personnes et dans différents contextes. Nous avons mentionné que l'enseignement des habiletés sociales est complexe, car l'individu doit savoir s'ajuster aux différentes situations. L'ECC permet justement à l'individu de pouvoir se pratiquer dans différentes situations afin d'augmenter les chances que la compétence soit généralisée et maintenue dans le temps. Chantal pourrait alors répéter les exercices pratiques pendant plusieurs jours avec différentes personnes et dans différents endroits. Dans cette vidéo, qui a une durée de 4 minutes, vous verrez les exemples des 4 étapes de l'ECC. Gardez en tête que les enfants que vous verrez dans cette vidéo sont des enfants qui agissent comme acteurs. Quand faut-il pratiquer? Si vous avez choisi à la suite du modelage et autant de fois que nécessaire, vous avez la bonne réponse. Parmi les rétroactions suivantes, laquelle est la meilleure? Si vous avez choisi la première, vous avez raison. Vous voyez que dans cette rétroaction, on utilise la méthode sandwich. On donne la rétroaction positive, on insère un défi, on finit avec quelque chose de positif. Si vous avez choisi la C, ce n'est pas incorrect, mais c'est incomplet. Il n'y a pas assez d'informations, par exemple, pour un défi sur lequel on peut s'améliorer.
Regardons de plus près comment nous pouvons planifier la généralisation et le maintien d'une compétence. Lorsqu'une compétence est enseignée en employant l'ECC dans un environnement structuré, il est important d'évaluer si l'enfant adopte cette même compétence dans l'environnement le plus habituel où elle aura normalement l'occasion d'avoir eu lieu. En d'autres mots, lorsque les exercices pratiques sont terminés, est-ce que l'enfant est capable de faire la compétence sans aide dans une situation de la vie quotidienne? On parle d'évaluation in situ lorsque la compétence de l'apprenant est évaluée dans l'environnement habituel. Et habituellement, on tente d'observer l'enfant sans qu'il se rende compte qu'on l'évalue. Il serait préférable qu'une différente personne que celle qui a fait l'enseignement mène cette observation afin que sa présence n'ait pas une influence sur le comportement de l'apprenant. Par exemple, Chantal pourrait demander à un autre enseignant d'observer David. Comme parent, vous pourriez demander à un autre membre de la famille d'observer votre enfant. Si vous faites une évaluation in situ et que l'enfant adopte le comportement ciblé dans l'environnement naturel, ben bravo! Cela signifie qu'il a bien généralisé ses apprentissages. Cela ne signifie toutefois pas que vous devez cesser de l'observer. Afin d'assurer le maintien de la compétence dans le temps, il est important de planifier des sessions d'observation ou d'évaluation afin de valider que la compétence est maintenue. Si vous remarquez que l'apprenant ne manifeste plus la compétence après un certain temps, il pourrait être nécessaire de retourner aux étapes de l'ECC. Si vous faites une évaluation in situ et que l'apprenant n'adopte pas le comportement ciblé dans l'environnement habituel, il faudra faire de l'enseignement in situ afin de promouvoir la généralisation et le maintien. En d'autres mots, on enseigne la compétence en employant la méthode ECC dans l'environnement habituel lorsque la situation et le contexte sont propices à l'adoption du comportement. Prenons l'exemple de David. Chantal a fait de l'enseignement dans différents environnements structurés. Elle a organisé l'environnement pour favoriser le succès de David, en invitant des personnes spécifiques à se présenter dans le local, en organisant une interaction avec M. Dubé, en planifiant une visite à la réceptionniste. Si David a de la difficulté à généraliser ses apprentissages, Chantal devra continuer son enseignement, mais au lieu de créer des occasions d'apprentissage, elle devra profiter des occasions habituelles qui se présentent à David. Par exemple, durant les pauses, lorsque les élèves circulent dans les corridors, Chantal pourrait en profiter pour faire un exercice pratique. L'enseignement in situ est plus complexe car l'adulte ne peut pas prévoir les conditions ou les événements qui vont se passer. Chantal ne pourra pas prévoir qui seront les personnes que David va rencontrer dans le corridor et elle devra s'ajuster rapidement. L'enseignement in situ est plus complexe mais fonctionne parfois mieux avec certains apprenants qui ont de la difficulté à généraliser leur apprentissage. Voyons maintenant quelques facteurs qui pourraient contribuer au succès de l'intervention. Durant notre tout premier webinaire, dont l'enregistrement est toujours disponible sur notre site web, nous avons discuté de l'AAC et de l'importance de considérer les variables environnementales qui précèdent ou qui suivent le comportement lors de l'apprentissage. Dans le diagramme suivant, le A représente l'antécédent. C'est ce qui survient immédiatement avant le comportement. Les antécédents ne causent pas directement le comportement, mais établissent des conditions qui lui sont favorables. Un antécédent peut être quoi que ce soit qu'il existe ou qui survient dans l'environnement, y compris une directive verbale, la présence d'une personne, d'un jouet ou d'un objet, ou un autre stimulus comme la lumière ou le son. Le premier C représente le comportement mesuré et le deuxième C correspond à la conséquence ou à ce qui survient immédiatement après le comportement. C'est la conséquence qui détermine si le comportement sera plus susceptible de se manifester dans le futur ou, au contraire, s'il sera moins susceptible de se produire. Lorsque nous cherchons à voir un certain comportement chez un enfant ou un apprenant, il faut se questionner quant aux variables qui se produisent avant le comportement
et après le comportement. Voici quelques conseils afin de créer des conditions favorables à l'apprentissage de l'habileté sociale. Est-ce que l'environnement d'apprentissage est approprié ou faudrait-il y apporter des modifications pour faciliter le succès de l'apprenant? Par exemple, est-ce que le niveau de bruit, le niveau d'action est raisonnable pour lui ou est-ce qu'il serait mieux de mener une session d'enseignement des compétences comportementales dans un endroit plus calme ou plus tranquille? Ou encore, est-ce qu'il peut le faire dans le milieu où la compétence se manifeste habituellement d'elle-même, comme sur la cour de récréation ou à l'épicerie? Est-ce qu'il faudrait retirer certains objets de l'environnement pour limiter les distractions? Est-ce que l'enfant aurait besoin de soutien, tel que d'appui visuel ou une minuterie ou autre, pour l'aider à apprendre tout en se situant dans le temps? En ce qui concerne la motivation, c'est un élément très important. Est-ce que l'enfant est motivé d'apprendre de nouvelles habiletés sociales? Certaines auront une motivation plus intrinsèque, car ils veulent interagir avec les autres, mais ce désir peut ne pas être suffisant pour d'autres enfants. Certains pourront ne pas être motivés à vouloir interagir avec les autres et il faudra considérer l'importance de la conséquence, du renforcement pour contribuer à leur motivation. Prenons l'exemple de Chantal et David. Chantal pourrait certainement considérer l'endroit où ça sera plus approprié de faire l'enseignement de la compétence. Elle pourra aussi stratégiquement choisir les personnes présentes, ajouter des éléments de soutien, comme un appui visuel, afin d'augmenter le succès de David. Les conséquences peuvent être renforçantes ou punitives. Celles qui sont renforçantes entraînent le maintien ou l'accroissement de la fréquence future du comportement, tandis que les conséquences punitives suscitent la diminution de la fréquence future du comportement. Il est important de retenir que c'est l'effet de la conséquence sur le comportement qui va déterminer si cette dernière est renforçante ou punitive, et non le caractère plaisant ou agréable de la conséquence. Par exemple, un enseignant pourrait considérer qu'une réprimande est une conséquence punitive pour un comportement, disons, d'un enfant qui interrompt le prof lorsqu'il parle devant la classe. Mais si le comportement se maintient ou même augmente en dépit des réprimandes, cela signifie que les réprimandes étaient en fait renforçantes pour l'individu et non une conséquence punitive comme l'enseignante l'avait souhaité. Si on revient à la motivation, pour un individu qui n'est pas motivé par le désir d'interagir avec les autres, la conséquence renforçante pourrait influencer la motivation. Par exemple, si on cherche à augmenter la fréquence du contact visuel, on pourrait lui enseigner la compétence en utilisant l'ECC et on pourrait également utiliser un renforcement qui est planifié. Par exemple, lui offrir un jouet ou une activité préférée chaque fois qu'il effectue le contact visuel. Même si cette conséquence peut paraître un peu hors contexte, elle pourrait permettre d'augmenter la fréquence du comportement recherché et par la suite, on pourra remplacer le renforcement avec quelque chose de plus naturel. Il est bien de recommander d'offrir un renforcement social avec le renforcement tangible afin d'augmenter la valeur du renforcement social. Si nous prenons l'exemple de Chantal et de David, il sera important pour Chantal de renforcer le comportement recherché de David. Le renforcement doit toujours être adapté aux préférences de l'apprenant. Chantal pourrait par exemple utiliser un système de jetons avec David, où il gagne un jeton à chaque fois qu'il salue quelqu'un de façon convenable. Il peut ensuite échanger les jetons contre un objet ou une activité qu'il préfère. Contrôler l'antécédent veut simplement dire que nous structurons l'environnement de façon à améliorer la condition de l'apprentissage. Identifier les intérêts et les préférences de l'apprenant, par exemple, pour obtenir sa motivation ou assurer que l'environnement d'apprentissage soit propice et offrir un soutien supplémentaire aux besoins. Livrer une conséquence renforçante signifie de son côté offrir une conséquence renforçante après le comportement désiré. Si nous voulons qu'un enfant pose des questions ou fasse des commentaires lorsqu'il parle aux gens, par exemple, nous pouvons
féliciter l'enfant ou lui offrir un élément tangible comme un autocollant lorsqu'elle manifeste les comportements désirables. Nous savons qu'une conséquence renforçante a pour effet de susciter le maintien ou l'accroissement du comportement. Si les éloges ou les éléments tangibles s'avèrent renforçantes, l'enfant continuera de manifester le comportement dans le futur. Les conséquences renforçantes expriment l'idée selon laquelle les gens intègrent les comportements qui fonctionnent pour eux et ils apprennent par l'expérience. Alors, vrai ou faux, il n'est pas nécessaire de considérer les antécédents car ce sont les conséquences qui sont les plus importantes. Alors, la réponse est faux. Les deux sont importants et ont une influence sur l'apprentissage de nouvelles habiletés. Dans ce webinaire, nous vous avons parlé de l'importance de l'enseignement des habiletés sociales chez les apprenants ayant un TSA et nous avons voulu vous présenter quelques conseils et stratégies pour l'enseignement de ces habiletés. Nous avons vu l'importance de définir un comportement ciblé de sorte qu'il soit observable, mesurable et atteignable, et nous avons identifié quelques stratégies pour enseigner les habiletés sociales comme l'enseignement des compétences comportementales, le modelage, les interventions en milieu naturel. Nous avons vu qu'il est mieux de travailler à partir de cibles spécifiques que de viser diverses habiletés en même temps, car les apprenants ayant un TSA apprennent mieux dans un format plus structuré. Nous avons aussi présenté la stratégie de l'enseignement des compétences comportementales. C'est une stratégie qui fonctionne en fait pour une grande variété de compétences, incluant les compétences sociales. C'est une stratégie qui peut être effectuée à l'école, à la maison ou dans un autre milieu. Il est important de suivre les 4 étapes présentées afin de favoriser le succès de notre apprenant. Et n'oubliez pas de considérer les antécédents et les conséquences dans l'environnement lorsque vous enseignez les habiletés sociales. Celles-ci auront un effet sur le succès de l'apprenant. Sur ce, nous vous remercions de votre participation et de votre intérêt envers cette présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer au courriel qui apparaît sur cette diapositive et n'hésitez surtout pas à consulter notre site web pour plus d'informations et d'autres ressources.